Vous écoutez IDFM, il est 21h. IDFM 98 de la bande FM Radio Anguin, Radio d'Anguin. Chaque lundi, depuis une trentaine d'années, il y a une émission qui s'appelle Au-delà du miroir. Ça fait 30 ans, 86. Au-delà du miroir, le lundi et le mardi aussi. Ce soir, nous sommes avec une jeune femme. Elle s'appelle Carole Vaquette-Touré. Elle a 32 ans. Elle est originaire de Picardie. Elle vient d'Amiens ce soir. Elle était professeure des écoles jusqu'à ce qu'un burn-out la pousse à choisir une autre voie. Désireuse d'aider les autres à activer la pépite d'or qui est en chacun d'eux, elle suit aujourd'hui une formation de coaching à l'Institut de coaching international de Genève. Elle partage maintenant sa vie entre la France et le Portugal. Carole Vaquette-Touré, bonsoir. Bonsoir Joël. Bienvenue chez nous, là, en Galéba. Merci de votre accueil. Le plus beau cadeau qu'il vous a fait, le plus beau cadeau qu'il m'ait fait, c'est un récit bouleversant sur l'après-vie. Après sa mort, il est revenu vous parler, vous aider, vous expliquer. C'est un livre qui est paru aux éditions Bussière et qui raconte un peu votre histoire avec Aurélien. Vous ne pensiez pas avoir une conversation avec un mort à propos de son décès. En effet, oui. On voit que vous m'avez lu. Effectivement, oui, j'ai eu des conversations avec Aurélien après sa mort et c'était au sujet parfois de son décès, où il m'expliquait certaines choses. Alors, il y a 3 périodes dans votre vie. Une en 83, c'est votre naissance. Oui, ma naissance physique. Une en 2003 et une en 2013. Alors, parlons de la première. Quelle petite fille étiez-vous ? Une petite fille, je dirais, qu'on qualifierait de normale, joyeuse. Je vivais à la campagne, je faisais du cheval, tout allait bien. Je veux dire, j'aimais l'école. C'était un peu la petite maison dans la prairie, quoi. Je jouais le rôle de Laura Ingalls. Vous étiez sage ? Oh, pas toujours, non, quand même turbulente. Un franc-parler toujours depuis toujours, et puis voilà quoi. Votre deuxième période, c'était en 2003. Vous rencontrez Aurélien à Amiens. Qu'est-ce qui se passe alors ? C'est votre âme sœur ? C'est ça, ouais, en quelque sorte. Ça a été une rencontre assez inattendue. Comme souvent, je suppose, mais là, c'était vraiment. Voilà, j'ai senti que c'était différent des autres rencontres, et on s'est très vite compris et on a très vite, je dirais, fusionné en quelque sorte. Vécu ensemble et avoir la même profession. Oui, ouais. Vous étiez prof des écoles tous les deux. Alors lui, il était prof d'informatique et moi prof des écoles. D'accord. Et ça, c'était en 2003. Voilà. Et en décembre 2003, il se passe quelque chose. Vous avez un flash entre sommeil et rêve. Vous voyez votre grand-père. Oui, alors ça commençait déjà là, en effet, où quelques mois avant la mort de mon grand-père, j'ai eu un rêve, entre le sommeil et l'éveil, où d'un coup je me sens transportée dans une chambre d'hôpital et je vois mon grand-père en train de mourir. Et ma sœur a fait le même rêve à peu près à 3-4 jours d'intervalle. Ouais, et ça c'est étonnant que vous dites 4 mois plus tôt pour votre sœur. Parce que vous, quand vous avez fait ce rêve de votre grand-père sur une chambre d'hôpital, ça s'est pas passé tout de suite. Il est pas mort tout de suite. Non, quelque temps après, ouais. C'est des rêves prémonitoires. C'est ça. Comment vous expliquez ça ? À l'époque, j'en avais aucune idée. Ça me paraissait bizarre, mais j'attendais que ce soit validé. Enfin, non, j'attendais pas, mais je me disais, voilà, si c'est validé dans la réalité, c'est un rêve prémonitoire, mais sinon, je n'y attachais pas d'importance. Et puis, j'en ai eu d'autres aussi de ce genre-là. Je sais même pas si j'ai expliqué ça aussi dans le livre. Alors, il y a eu mon grand-père, il y a eu aussi mon ami d'enfance, ça j'en parle. Puis aussi un médecin que ma mère allait voir régulièrement pour des problèmes de circulation. Où là, j'ai eu aussi un flash d'un docteur qui mourait, mais j'ai pas prêté attention. Et 3 jours après, on a appris que ce docteur était mort. Bon, ça, c'était, on va dire, des flashs
qui me prévenaient d'une mort future. Mais après, c'est vrai que ce qui s'est vraiment développé, et encore aujourd'hui, c'est les morts qui me parlent dans les rêves. Ça, c'est beaucoup plus fréquent. Ça, on va le voir un peu plus tard. En 2010, vous avez 26 ans, au printemps. Là, il y a tout un tas de morts. Il y a d'abord la mort d'un chat, puis après de la chatte Lucette, puis de vos juments à 3 semaines d'intervalle. Vous vous posez la question, si c'est un peu plus loin dans le livre, vous dites qu'il faut faire attention à ce que l'on pense parce que vous aviez envie de prendre le large et que quelque part tous ces animaux, ça vous pesait. Donc vous vous êtes senti un peu coupable de la mort de ces animaux. Oui. Alors en fait, donc ça c'est courant 2010, donc j'ai commencé à m'installer, tout ça, avoir mon métier, mon crédit maison, tout ça, et je me sentais étouffée. Je me sentais pas à ma place dans cette vie où je me sentais emprisonnée. Et c'est vrai que chaque jour quand j'allais bosser, donc j'étais prof des écoles, je me disais oh là là, je suis foutue là, j'ai mon crédit maison et mes animaux et tout ça qui me bloque. J'aimais énormément mes animaux d'une part, mais énormément, mais d'autre part ça me bloquait, ça m'empêchait de vivre mes rêves. Et bon, évidemment, j'aurais jamais souhaité qu'il décède, hein, mais donc ça a commencé, oui, effectivement, printemps 2010. Donc ma chatte qui s'appelait Lucette, qui est morte d'un sida du chat, et puis ensuite les chevaux en 2 jours de temps, ça a été foudroyant. Et puis c'est vrai qu'il y a un moment donné où je me suis dit waouh, est-ce que c'est mes pensées qui ont créé tout ça, parce que je l'explique dans le livre, je suffoquais de me sentir emprisonnée par toutes ces choses matérielles et les animaux. Tout l'amour que j'avais pour eux, ça me bloquait. Plus tard, vous avez demandé de la communication animale avec les juments décédés, avec Laila Del Monte. Vous dites qu'elle a parlé avec Aurélien, mais qu'est-ce qu'elle vous a dit au niveau des juments? Est-ce que vous avez eu une réponse sur le fait qu'elle soit partie comme ça? Oui, alors en fait, j'ai eu ma réponse. Elles n'ont pas été empoisonnées. En fait, après leur décès, j'acceptais vraiment pas qu'elle soit partie si vite. Je pouvais pas croire qu'il y avait cette maladie. Donc je rappelle la présence de cette maladie à l'automne et au printemps, la myopathie atypique équine, qui tue des chevaux chaque année. C'est un champignon microscopique dans l'herbe. Enfin, j'explique ça dans le livre. Et en une journée, on perd nos chevaux par atrophie musculaire et on ne voit même pas les symptômes. Et puis dans tous les cas, il y a pas grand-chose à faire une fois qu'on voit les symptômes. Et du coup, j'acceptais pas et je pensais que elles avaient été empoisonnées. Je m'étais fait un gros film, c'était pas possible pour moi. Et du coup, alors une amie à moi du village avec qui je montais à cheval m'a dit tiens, j'ai vu à la télé une communicatrice avec les animaux. Alors à l'époque, je m'intéressais pas à tout ça. J'étais totalement fermée à tous ces trucs un peu, on va dire, paranormaux. Et puis je l'ai contactée. Et elle s'appelle donc Laila Del Monte, et j'ai eu mon rendez-vous en octobre. Les juments sont mortes en avril. Il y avait un temps d'attente énorme et je me suis dit bon, tant pis, je vais prendre le rendez-vous. Aurélien était en vie et d'accord, il m'a dit vas-y si tu veux, mais tu sais, elles n'ont pas été empoisonnées, sois logique. C'est la myopathie atypique équine. Et puis j'ai eu Laila Del Monte en octobre et entre deux, Aurélien est mort. Donc ce rendez-vous si tardif est arrivé pour une raison. Elle a communiqué avec les juments, donc elle se situe à Los Angeles. Elle avait les photos de mes juments. Elle a ressenti tous les symptômes, toutes leurs souffrances, dans le détail. Je veux dire, elle pouvait pas deviner, je pense pas. Et après, elle m'a dit un jeune homme est auprès d'elle. Et c'était ça en fait qui dominait là. C'était le jeune homme. Au final, c'était plus les juments. Elle m'a parlé de mes juments 25 secondes. Et puis derrière ça, ça a été le jeune homme. Elle vous l'a décrit? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah oui, bah alors un jeune homme brun, elle me l'a décrit très précisément. Elle m'a donné des informations qu'il fallait que je passe à son papa précisément, qui sont privées, mais elle pouvait pas deviner. Voilà. Et les chats, elle vous a pas parlé des chats? Mon chat, alors il y a qu'un chat qu'on a perdu, hein. On en avait qu'un. Ah oui, c'est Lucette alors. Oui, c'est ça. Et donc elle a donné des nouvelles de Lucette? Non, pas spécialement, non. Bon, il est vrai que alors j'aimais bien ma petite Lucette, hein, mais je l'avais que depuis 8-10 mois. J'y étais déjà attachée, mais j'avais surtout pour obsession de savoir si mes juments avaient été empoisonnés ou pas. Parce que voilà, on sait jamais. Et donc
j'ai pas trop demandé de nouvelles de Lucette. J'en étais remise, quoi, on va dire. Alors, nous sommes toujours dans cet au-delà du miroir sur Radio Anguin, l'incroyable histoire. Juste avant que Aurélien parte, puisqu'il va partir, Gaëtan, pompier volontaire, qui vous fait, la veille du départ d'Aurélien, lors d'une soirée que vous avez chez vous, qui vous cite les cas d'infarctus, d'arrêt cardiaque. Voilà, c'est quand même comme si les guides là-haut de l'univers avaient tout préparé pour vous préparer ou pour vous avertir. C'est quand même étonnant, vous avez parlé de ça la veille. C'est vraiment incroyable, surtout que ce couple d'amis, c'était des gens qu'on croisait de temps en temps, mais voilà, pas de là à manger chez l'un, chez l'autre. Et là, je ne sais pas pourquoi, ce samedi 11 septembre, on a fait une petite soirée à la maison et on a invité ce couple sympathique qui dont le monsieur était pompier volontaire. Et puis, je ne sais pas, inconsciemment, il a été guidé pour nous parler d'arrêt cardiaque, d'infarctus et d'un monsieur qui l'avait sauvé. De problème de cœur. D'un problème de cœur, peut-être bien une fibrillation cardiaque. Et il nous a expliqué tous les détails. Et voilà, on a parlé de tout ça tranquillement, tout en sirotant un bon cocktail, quoi, sans savoir que le lendemain, ça allait nous concerner. Alors vous avez passé une nuit assez désagréable ce soir-là. Les signes se sont succédés, ces signes que vous n'avez pas écoutés, ni vous ni Aurélien. Il y a eu pas mal de signes. Hein. Énormément, ouais. Alors, donc il y a eu le pompier volontaire. La nuit avec les mouches. Alors il y a eu une invasion de mouches. On était donc en septembre à la campagne avec des animaux tout autour, hein, donc des mouches normales à la campagne, il y en a beaucoup, mais là c'était juste incroyable, quoi. Il y avait, je sais pas, moi je dirais 80 mouches dans la chambre. Bon, j'ai pas pu les compter, mais c'était énorme. Et à l'extérieur, dans les joints de fenêtres, c'était une invasion, si je peux me permettre, dégueulasse. C'était bizarre, c'était glauque, ouais. Et je l'ai tué à coups de coussin. Et vous avez très mal dormi. Voilà. Très mal dormi. Et lui, il avait décidé, Aurélien, de participer à un marathon. Voilà, un semi-marathon. Donc c'était un petit concours de circonstances de dernière minute. Il s'était inscrit en revenant du travail. Il avait vu une banderole sur un rond-point qui disait qu'il y avait un semi-marathon bientôt. Là, il parle à mon cousin et puis ils s'inscrivent. Bon, jusque-là, pourquoi pas, quoi, faire 21 kilomètres. Il fait la visite médicale, ouais, qui est bonne. Il est jeune, il a quoi, 28 ans? Ouais, 28 ans. Ouais. Sportif, il faisait du squash, du futsal, de l'équitation. Bon, le docteur a même pas cherché plus loin. Il connaissait Aurélien, il s'est dit, ouais, vous êtes en forme, vous faites déjà du sport, allez-y pour dimanche matin, il y a pas de souci. Donc, ce dimanche 12 septembre, vous vous rendormez parce que il pleut en plus, donc... Aurélien avait dit que s'il pleuvait, il n'irait pas. Mais là, il se dit oui, ça va s'arrêter, donc il y va quand même. Encore un signe. Encore un signe. Et donc, vous vous êtes profondément rendormi jusqu'à 12h45, chose inhabituelle pour vous qui êtes toujours vous vous levez à des heures raisonnables. Et durant cette grasse mat, vous avez fait un rêve bizarre. Je le lis ou vous le racontez? Non, lisez-le. Dans lequel... Alors je parle pour vous, Carole, dans lequel j'accouchais très douloureusement d'un petit Aurélien. Il était sa copie conforme, mais en miniature. Cheveux noirs, peau claire, yeux verts, bouche pulpeuse, visage allongé, le portrait d'Aurélien, mais bébé. Cet accouchement était horriblement et atrocement douloureux. Je croyais que tout l'intérieur de mon corps allait sortir telle une éventration avec les boyaux à vif extirpés de mon ventre. C'était comme si mes intestins, tous mes organes sortaient de mon corps avec ce bébé. Un cauchemar, une horrible torture. Ce rêve, je l'ai fait aux alentours de 12h30, juste avant mon réveil, le dimanche 12 septembre. Et là, quand vous arrivez dans votre cuisine, vous vous rendez compte que le réveil s'est arrêté. Ouais, tout a sauté. Alors donc, je fais ce rêve... Alors bon, je le dis aux auditeurs, donc sans savoir que pendant que je faisais ce rêve, il était en train de mourir. Oui. Mais je savais pas. J'étais à la maison. Mais le réveil, il le savait, lui. Oui. Alors, je sais pas. Il y a les plombs qui ont sauté dans la maison à ce moment-là. Donc moi, je fais ce rêve horrible, le plus horrible de ma vie. Pendant ce temps, les plombs sautent à la maison, l'électricité. Je me lève. Donc je vois dans la cuisine le four ultra moderne, machin, qui clignotait.
Et vous savez, quand un réveil ou un four s'arrête, quelque chose qui donne l'heure s'arrête, ça se remet à 0. Et là, donc, quand on faisait le décompte, ça tombait à l'heure de sa mort, quoi. Donc l'électricité s'est arrêtée dans la maison à l'heure de sa mort. Et au moment où je faisais ce rêve, tout coïncide. On va peut-être faire une pause musicale. Oui. Et on va se retrouver tout de suite après pour savoir comment ça s'est passé ensuite. Un rêve très étrange quand même. Voilà, deuxième partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM, Radio Anguin, la radio d'Anguin, avec Carole Vaquette-Touré. Alors pourquoi Stromae? Dites-nous un peu, racontez-nous Carole. Alors la musique là que vous venez tout juste de passer, je l'ai entendue une seule et unique fois dans ma vie. Donc c'était un moment où j'étais au plus bas après la mort d'Aurélien et je revenais de la messe un dimanche matin. Ça m'arrivait de temps en temps d'aller à la messe tout simplement parce qu'il y avait un prêtre exceptionnel dans la ville de Péronne, l'abbé Nicolas. Et je suis pas spécialement pratiquante, mais j'allais le voir parce qu'il m'apaisait beaucoup. Et donc je revenais de la messe, j'ai mis la radio et je parlais toute seule dans ma voiture. Et là j'entendais intérieurement: Carole, tais-toi, monte le son. Mais je n'entendais pas la musique qu'il y avait en fond lointain dans ma voiture. Donc je me suis tue et puis j'ai monté le son. Et c'était cette musique et ça m'a parlé, ça a résonné en moi. Et dans mes amis, famille, connaissances, très peu de personnes ont entendu cette musique à la radio. Donc Alléluia, vous avez entendu les paroles, j'entends des voix, est-ce que tu les entends, c'est l'Éternel, etc. Enfin, ouais, c'est pas trop voilà. Ce qu'on connaît de Stromae. Enfin, exactement. Voilà. J'entends des voix de gens que je ne vois. Si toi aussi tu les perçois, c'est que tu avais perdu la foi. Alors on reprend, nous sommes le 12 septembre. Vous avez la veille entendu les conseils d'un pompier volontaire en ce qui concerne les problèmes cardiaques qui peuvent arriver sur notre chemin. Vous faites un rêve assez étrange pendant qu'Aurélien est parti à ce semi-marathon. Il y a une coupure de courant chez vous et ensuite vous recevez... non, c'est pas un coup de fil, il y a la porte de votre garage qui s'ouvre ou le portail qui s'ouvre et là il y a un petit coup de téléphone quand même, ouais, parce que pour ouvrir le portail j'avais pas d'interphone puisqu'on venait de s'installer il y a quelques mois auparavant, à peine un an. Donc on me sonne sur mon téléphone pour me dire d'ouvrir le portail et puis c'était ma cousine, son conjoint et un gendarme. Voilà. Mais là, je me dis, mais ça perd l'hypopète. Que se passe-t-il? C'est pas bon signe, tout ça. Non, mais je m'attendais pas. Surtout qu'ils ont des têtes pas très réjouies. C'est ça. Ils étaient pas trop bien, mais je m'attendais pas à une telle nouvelle, c'est certain. Je m'attendais plus à, je sais pas, il est à l'hôpital ou il lui est arrivé un accident, quelque chose où il y avait encore de l'espoir. Alors on vous apprend donc qu'il est mort, faut dire le mot. Hein. Oui. Donc vous voulez vous en rendre compte par vous-même, vous y croyez pas, vous arrivez à l'endroit où ça s'est passé, vous le trouvez, vous trouvez qu'il a l'air étonné, qu'il a l'air surpris, qu'il a l'air de vous dire désolé, je l'ai pas fait exprès. C'est ça. Donc là on se retrouve ensuite à la morgue. Dans la chambre froide là, et puis parce que je pouvais pas y croire, et puis en fin de compte le mot mort ça me parlait pas vraiment, j'avais jamais vu d'humains morts dans ma vie, j'avais vu que des animaux, donc enfin voilà, il fallait que je mette que je comprenne quoi, j'avais rien compris du tout, on peut pas réaliser une telle chose de toute façon en 1 heure de temps, ni même en 2 jours, ni même en 2 mois. Et puis j'ai voulu absolument aller à Albert pour voir si c'était vrai quoi. Parce que je me disais c'est quoi ce gag, où suis-je, que se passe-t-il? En vérité, il est mort d'un arrêt cardiaque, il a pas pu être réanimé, c'est-à-dire voilà. Vous dites que ça vous était arrivé de voir, ça vous était arrivé, c'est ça, de voir des morts comme ça avec des footballeurs, ou c'est-à-dire ça fait partie des faits divers. Il y a plein de jeunes qui meurent pendant des sports et que
On met ça dans les faits divers. Ce qui vous est arrivé d'ailleurs, il y avait un entrefilet dans la presse le lendemain. Vous vous êtes bagarré parce que vous n'avez pas la langue dans votre poche, parce que vous trouviez que c'était quand même pas normal que Aurélien soit un fait divers dans un... Et dans un journal, quoi, pour occuper les lecteurs du dimanche. C'est ce que je dis dans mon livre. C'est quand nous on le vit de près, c'est pas un fait divers, c'est pas juste de l'encre sur du papier pour occuper les gens qui savent pas de quoi parler, quoi. C'est pour nous c'est un drame, c'est inadmissible de remplir une page avec ça. Enfin, même si je comprends aujourd'hui avec du recul, pourquoi, voilà, informer les gens c'est bien, mais ouais, le fait divers, je ne le vois plus de la même manière, quoi. Je ne peux plus regarder les infos, par exemple. Voilà, c'était quoi la phrase? C'était, c'est dans votre livre, mais je m'en souviens plus. C'était quelque chose du genre, un jeune homme décédé lors du semi-marathon d'Albert. Ouhou. Enfin voilà, j'ai trouvé ça un peu immonde, avec une petite photo, avec des sortes secouristes, de paravents, secouristes. Il y avait de l'animation, quoi. Il y avait du show. Ouais. Voilà. Alors vous posez plein de questions au sujet de sa mort. Vous vous demandez s'il n'a pas été empoisonné comme vos courants, comme vos juments, oui. Ouais. Vous vous êtes demandé aussi si avec beaucoup d'argent vous auriez pu le sauver, si c'était pas une histoire d'argent. Vous dites il a couru, il s'est précipité dans les bras de la mort. C'est pas vous qui dites ça, et sa maman, la maman d'Aurélien, qui est très croyante, elle dit que tout est écrit. C'est elle qui dit, il a couru, il s'est précipité dans les bras de la mort. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que il a couru et il s'est précipité dans les bras de la mort? Ben ouais, avec du recul et même dans ce moment-là, dans le feu de l'action, c'est ce qu'on se disait aussi quand on était au cœur du drame, on va dire, même avec sa maman, c'est ce qu'elle disait. Enfin, elle avait l'expérience, elle avait déjà perdu pas mal de gens de sa famille, des frères et tout ça, de morts totalement insensées et brutales. Et puis elle avait compris au fil des expériences comme ça que parfois ça paraît absurde la façon dont on meurt, mais c'est tout, c'était écrit et quand on doit y aller, on doit y aller. Et donc là, ouais, c'est vrai que l'image est quelque part un peu rigolote entre guillemets parce qu'il courait et il a couru dans les bras de la mort, mais par exemple sa maman a perdu un frère d'une mort assez absurde aussi. En même temps, toutes les morts paraissent absurdes quand ce sont des accidents, mais voilà, c'était pas comment expliquer, c'était pas prévu et vraiment il a été poussé, quoi. Tout a fait qu'il soit poussé là-bas. Malgré tous les signes qu'avait reçus Aurélien, malgré tous ces signes qu'on veut entendre ou qu'on veut pas entendre, alors ça va vous tracasser tout ça. Après, vous rentrez chez vous et là, il y a le vide, ce fameux vide que vous expliquez. Ça doit parler à beaucoup de personnes qui ont perdu des proches. Il y a aussi ces condoléances. Enfin, il y a tout. Il y a vraiment l'enterrement, tout. Vous nous donnez l'origine du mot corbillard et j'aimerais bien que vous nous le redonniez parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas exactement. Oui, alors moi j'avais des tas de mots comme ça dans tout ce qui était le champ lexical de tout ce qui est funéraire. Il y a plein de choses qui m'intriguaient. Alors le mot corbillard, je me disais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce sont des corbeaux? Ouais, voilà, d'où ça vient, corbillard. Et puis non, alors ça date du Moyen-Âge, il me semble, où pendant une grosse épidémie de peste à Paris, ils transportaient les cadavres dans des sortes de péniches à fond plat qui venaient de Corbeil-Essonnes. Et donc ils ont nommé ces bateaux qui arrivaient de Corbeil-Essonnes les Corbeillards. Puis au fil du temps, c'est devenu les Corbillards. Donc voilà, ça m'a fait délirer entre guillemets. Mais c'est bien parce que moi je savais pas. Donc tout comme croque-mort, tout comme mise en bière, tout que des termes qui m'ont fait bloquer, quoi, pour être clair. Et donc j'ai fait mes recherches. Alors donc il faut faire un trou pour enterrer Aurélien. On vous demande si vous voulez être dans le même trou que lui. Et là ça m'a étonnée parce que vous dites pas oui. Ah non. Bah non, parce que alors donc quand on m'a demandé donc c'était dans le bureau où on choisit l'emplacement. Alors ça l'emplacement, ouais, c'est dans le cimetière où on nous demande où est-ce que vous voulez faire un trou
Alors on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe? On va faire un trou pour mettre mon copain dedans. Qu'est-ce qui se passe? Puis il y a 2 jours, il me parlait, mais c'est juste pas possible. Mais non, alors me demander si je veux un trou biplace ou uniplace, c'était aux pompes funèbres où on fait le choix dans un beau catalogue de cercueil, de poignées de cercueil, le coussin pour mettre sous la tête de la personne. Non mais ça me fait rire, parce que c'est waouh, c'est ouais, mais hors de la réalité. Ouais, mais c'est il faut bien le faire. Faut bien le faire. On peut pas mettre se les gens faire comme ça en terre. Bon, pourquoi pas? Ça se fait dans certains pays. Bon, après ça, j'ai. Voilà. Ce qui m'a étonné, c'est que plus tard vous dites que vous aviez envie de le rejoindre, mais vous vouliez pas faire du mal à vos proches. Enfin, en plus, vous avez eu le message plus tard que si vous l'aviez rejoint par un suicide, il y avait plus personne ou pratiquement plus pour parler de lui. Donc voilà, ce qui m'a étonné, c'est que vous ayez pas envie d'aller dans le trou avec lui. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ah, d'accord. De Ouais. pas dire oui, ok, et vous avez choisi une place à côté. Oui, alors. C'est ça qui m'a étonné. Ouais, c'est vrai. Alors pourquoi j'ai pas dit oui au début? Parce que au tout début, donc quand il n'était pas enterré ni quoi que ce soit, qu'il venait juste de mourir, c'était encore une situation totalement absurde et j'étais encore en colère parce que j'étais en colère contre la mort, contre la vie. Donc non, ma réponse c'était mais non, il en est pas question, je vais pas mourir moi aussi quoi. Vous vous foutez de moi là, c'est assez. Donc c'était un peu ça ma façon de. C'était une envie de vivre, on est d'accord. Ouais, mais l'envie de mourir c'était après. Quand le vide s'installe, quand la vie ressemble à plus à rien, un champ de bataille. Bon, là ouais, après il y a eu envie de mourir, mais sur le coup, c'était non mais il se moque de moi là. C'est déjà assez quoi. On va peut-être pas pousser le bouchon plus loin. Moi, j'ai pas vécu ça ouais. pour pouvoir comprendre. Enfin, c'est pas non, c'était plus ça ma réaction du. Et là, d'un seul coup, vous commencez à entendre sa voix dans vos rêves. Il vous dit la première communication. Il vous dit toujours vie simple. Ouais. Ouais, là j'entendais sa voix. Je m'en rappelle encore, rien que d'en parler. Donc c'était vraiment, ça vibrait, c'était vraiment, ça bourdonnait dans mes oreilles, et je sentais mon corps vraiment trembler comme, je sais pas, c'est inexplicable, comme s'il y avait plein d'électricité dans mon corps, et j'entendais toujours vie simple, toujours vie simple. Et ça, c'était sa voix, parce qu'un peu plus tard dans le livre, vous dites que vous entendez une autre voix qui vous dit qu'il faut peut-être un peu foutre la paix à Aurélien, parce que si on rappelle les morts, ça leur permet pas de s'élever. Ouais. Ça, c'était une autre voix. Ouais, une autre voix. Alors des fois, dans les rêves, encore aujourd'hui, parfois il y a quelqu'un qui me parle, je sais pas qui c'est quelqu'un qui me conseille, et je connais pas son visage. Et vous reconnaissez sa voix? C'est un homme? C'est une voix d'homme? Je pense que c'est un homme, mais C'est une voix d'homme? Ouais, c'est une voix d'homme. Je sais pas si vraiment c'est une voix sexuée. En fait, c'est une voix générale, ni homme ni femme. Une voix qui me conseille. Ouais, peut-être mon inconscient ou un guide. Alors, vous parlez de la communication facilitée en plusieurs étapes. Première étape, arrêter de culpabiliser pour arriver à une souffrance plus sereine dans votre esprit. Vous dites la deuxième étape, éliminer tout ce qui nous parasite pour que le lien continue. C'est-à-dire pas trop de monde partout dans la maison, se recueillir seul et essayer de sortir de son corps pour aller là-bas sans mourir. C'est-à-dire... Et la troisième étape, entendre ce que tu as à me dire, te ressentir auprès de moi pour ainsi ne jamais se quitter. Si tu pars dans l'autre monde, ne reste jamais loin de moi. Oui, parce que vous avez tout fait pour finalement communiquer avec lui aussi. Ouais, au début, énormément. C'était un besoin quasiment vital au début. Je rassure tout le monde, ça s'est quand même estompé au fil des mois, ce besoin. Et vous lui posez des questions. Vous lui posez des questions... Y a-t-il une forme de corps spirituel? Est-ce que tu es bien? Ou as-tu aussi des remords, de la culpabilité? Avec qui es-tu? Est-ce que tu es mieux là-bas qu'ici? Allons-nous nous retrouver dans longtemps? T'es-tu senti mourir? As-tu souffert? Avais-tu le choix de ne pas mourir? Que t'ai-je apporté au cours de ta vie? As-tu besoin d'aide, etc. Est-ce qu'il vous a répondu à tout ça? Ah oui, quasiment à toutes les questions, il me semble. Je me suis pas relue depuis un moment, puisque moi j'ai quand même bossé sur ce livre quelques années, donc j'ai pas eu envie de me relire là, mais oui, il a répondu quasiment à tout.
Bon, y a-t-il une forme de corps spirituel? Je l'ai compris toute seule. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Il y en avait beaucoup. T'es-tu senti mourir? As-tu souffert? Ouais, j'ai la réponse. J'ai la réponse aussi. Donc oui, il s'est senti mourir. Souffert, il m'a dit quelques minutes dans son côté gauche, mais pas extrêmement longtemps. Après, il y avait d'autres. Les gens questions. liront et verront les réponses. Alors, vous avez des preuves aussi que finalement vous n'êtes pas complètement allumé. Je veux dire, c'est qu'en vérité, Aurélien, il va dans les rêves d'autres personnes. Hein. Il va dans les rêves aussi de votre sœur ou de votre cousine, je ne sais plus. Alors, c'était ma cousine Coralie. Donc, elle venait très souvent me voir à la maison. Et puis, il y a eu une semaine où elle est pas venue pendant 3-4 jours. Voilà, normal, elle bossait, tout ça. Et puis, un jour, elle est venue à la maison. Elle me dit, Carole, faut que je te dise, est-ce que tu manges de la soupe tous les soirs? Ben, je fais, ouais, mes parents m'amenaient de la soupe, quoi, pour que je me nourrisse un peu. Et puis, elle me dit, je le savais. J'ai vu Aurélien dans un rêve, il m'a dit, Carole mange de la soupe tous les soirs. Donc, c'était une manière de donner une petite preuve à valider dans la réalité. Et il y a les roses coupées aussi. Ah, les roses coupées dans le jardin, ça, il a pas trop apprécié. Bon, non, c'est peut-être pas méchant, mais oui, il y a eu aussi un moment, dans les semaines qui suivaient son décès, son enterrement, où quelqu'un a dû couper des roses pour mettre sur sa tombe. Bon, rien de bien grave, mais lui, il aimait bien ses roses, il en prenait soin et il fallait qu'elles restent vivantes dans son jardin. Et il me l'a dit dans un rêve. Et je ne pouvais pas le savoir puisque je ne sortais pas de ma maison. Vous saviez pas qu'on avait coupé les roses. Du tout. Donc, vous évitez les personnes qui sont trop terre à terre, celles qui se moquent de vous parce que vous croyez, vous voulez plutôt croire en l'esprit et vous voulez prouver aussi quelque part la vie après la vie. Vous allez jusqu'à contacter Akena qu'on a reçu sur cette antenne. Sérieusement? Ouais, il y a à peu près 1 ou 2 ans pour les sortir du corps. Elle vous dit qu'on peut très bien retrouver les gens pendant les rêves. Oui. Alors j'ai contacté Akena, donc j'ai fait mes recherches sur les sorties hors du corps, parce qu'à force de lire des livres sur les expériences de mort imminente, tout ça, je me suis dit mais si je sortais de mon corps sans me tuer, ce serait pratique. Donc je fais des recherches sur Internet et là je trouve Akena. Que je salue d'ailleurs, j'aime beaucoup. Et Akena donc m'a parlé, m'a dit que les sorties du corps quand on est dépressif, c'est pas la peine puisqu'on va aller dans un monde astral faut mieux éviter même. Pas trop beau. Et puis elle m'a dit de toute façon Carole, dans tes rêves tu communiques déjà avec les personnes décédées dont tu as besoin, donc pourquoi sortir de ton corps? Voilà, je voulais même prendre de la kétamine pour sortir de mon corps, j'aurais pu faire n'importe quoi. Et elle m'a fortement déconseillé de faire ça. Mais ça, c'est amusant parce que vous parlez de la kétamine, c'est ce qu'on donne à tous les gens en fin de vie. Donc, ils doivent faire de belles sorties de corps dans les hôpitaux, hein, tous ceux qui sont sous kétamine. J'en ai connu quelques-uns, moi. Voilà, c'est Queen, Who Want to Live Forever. Ouais. Pourquoi? Alors, Who Wants to Live Forever, c'est... Alors, j'étais donc dans ma maison, toujours bien désespérée au fond du trou, en train de demander des signes. Et là, je sais pas ce qui m'a pris comme une impulsion complètement débile de ranger les CD de ma bibliothèque. Vachement logique quand on déprime. Et puis j'ai senti encore une deuxième impulsion de sortir un CD sur lequel il y avait rien d'écrit, un CD gravé comme ça. Aurélien aimait bien graver des CD, puis il les laissait comme ça dans la bibliothèque. Il y avait que lui qui savait ce que c'était, mais moi pas forcément. Et là, une troisième impulsion qui me dit mets la numéro 9 et je tombe sur Who Wants to Live Forever. Et là, une dernière impulsion qui me dit de traduire cette musique. À l'époque, je ne comprenais rien à l'anglais, contrairement à aujourd'hui où je comprends bien. Et je traduis cette chanson et là, je suis sidérée. Et c'est quoi alors la traduction? Alors la traduction... Qui veut savoir si on vit... Qui veut vivre éternellement. Voilà, alors, Who Wants to Live Forever. Alors, ça nous dit, il n'y a pas de temps pour nous, il n'y a pas d'espace pour nous. Touche mes larmes du bout de tes doigts. Enfin, ça te parle surtout de temps et d'espace, qu'il n'y en a pas pour nous et que
Alors vous vous demandez justement s'il sait qu'il est mort, et en plus il aime pas ça, hein, qu'on lui dise qu'il est mort. Il dit qu'il est juste passé de l'autre côté. Ouais. De l'autre côté de quoi? Eh ben, de l'autre côté du miroir. Sûrement. Et ouais. Et c'est pas que lui, hein. J'ai déjà rencontré aussi dans un rêve mon oncle, et quand je leur dis bonjour, mais qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, par exemple, on se croise dans la maison. T'es mort? Non, je suis juste passé de l'autre côté. Hein. Faut pas trop leur dire qu'ils sont morts. Ce qui est étonnant là, c'est que vous parlez justement, vous lui demandez à Aurélien s'il a rencontré des anciens, ceux qui sont partis avant lui. Il vous parle de Pascal. Je parle de l'oncle Pascal décédé il y a 23 ans, qui ne va pas bien du tout. Hein. Donc 23 ans plus tard, Pascal, il est pas en forme. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Pascal? Alors là, je sais pas, il m'en a pas dit plus. Alors il est vrai que Pascal, moi, je l'ai jamais croisé, donc c'est le frère de ma maman. Je l'ai jamais croisé dans mes rêves, mais j'ai demandé à Aurélien qu'est-ce qu'il en est de Pascal, puisque quand il est mort, quand même, j'étais petite et ça m'avait bien marqué. Il était jeune et il me dit, je l'ai croisé, il était pas bien. Alors je sais pas. Suicide? Non, il a eu une maladie assez foudroyante. C'est bizarre, dans votre famille, il y a quand même des jeunes qui partent. Hein. Mm-hmm. Alors, ce qu'on pourrait faire pour Pascal éventuellement, ça serait prier pour lui, quoi, lui envoyer de bonnes choses. Ou est-ce que c'était une période où il était pas bien? Parce que je suppose que là-haut aussi, ils ont des périodes où ils sont bien comme nous, et des périodes où ils sont moins bien. Vous parlez de Exur, E-X-U-R. Vous arrivez pas à en dire plus? Ah non. C'est peut-être un des passages les plus importants du livre, donc c'est à la page 146. Vous avez pas amené votre bouquin. C'est quand même, je pense, peut-être un peu intéressant. Donc la question de Lexure, après avoir lu de multiples ouvrages depuis la mort d'Aurélien, ainsi qu'effectué des recherches pour ce livre, donc aujourd'hui en 2014, maintenant on est en 2017, auprès des sites ou livres rédigés par des médiums et autres sites paranormaux, vous avez pu confirmer que les esprits des défunts doivent s'absenter peu de temps après leur mort, une période où la communication est impossible. Elle varie suivant les défunts et peut être plus ou moins longue. C'est la période de transition vers le plan supérieur. Ce serait peut-être cette exure dont il m'a parlé. Exure. Et oui, j'avais eu une idée que j'ai perdue entre-temps, parce qu'il vous parlait de l'exure. Alors, est-ce que c'est sûr que c'est votre ex, en tout cas? Parce que c'est l'ex, ex sûr. Enfin, voilà, je veux dire, il y a peut-être un jeu de mots, ex, c'est sûr que c'est un ex, parce que vous vous posiez la question de savoir s'il était mort. Oui. Alors, donc, ce qui s'est passé, c'est que donc les recherches sur l'exure, là, Exure. Voilà, je ne sais toujours pas. E-X-U-R. Voilà. Vous l'écrivez comme ça. Ouais. Il m'a parlé de ça dans un rêve. Alors ça, ce qui s'est passé, mes recherches sont arrivées après mes rêves. Hein. Il faut que c'est bien écrit dans le livre. Donc, il y a eu une période après sa mort, je sais plus combien de semaines après, où je le cherchais dans mes rêves, et à chaque fois je tombais soit sur son répondeur téléphonique, soit on me disait qu'il n'était pas là, soit il me disait parce qu'il est parti avec son téléphone, il avait tellement peur d'être enterré vivant que vous lui avez laissé son téléphone. Oui, ouais. Vous lui avez laissé? Ouais, vraiment. Ah bah non, mais c'est invraisemblable, ça c'est pas écrit dans le livre. Vous dites qu'à un moment, il avait peur d'être enterré vivant, mais je pensais pas que vous l'aviez fait. Si. Alors, si, parce qu'on en avait parlé pour délirer avec un neveu, Guillaume, en Corse. Et puis, on avait dit ça en rigolant. Il m'avait dit, moi, si je meurs, il me faut mon téléphone, on sait jamais. Donc, vous lui avez laissé? Bah oui, qu'est-ce que j'allais en faire? Donc, j'ai mis dans sa tombe, bien chargé à bloc, dans son cercueil. Mais j'ai pas mis. Et donc des fois quand vous l'appelez, il est occupé, faut laisser des messages, c'est quand même amusant. C'est pas dans le livre. Il y a une période comme ça assez bizarre où il est injoignable. Où moi je cherche toujours à avoir des messages et tout parce que je suis pas bien et parce que je sais pas ce que je dois devenir et parce que voilà. Et là, il peut pas me répondre et il me le dit et il dort et parfois il me dit je dors, là je me repose. Moi aussi j'ai besoin de repos. En gros, lâche-moi un petit peu. Carole Vaquette-Touré, tout à l'heure quand j'essayais de vous appeler, vous étiez injoignable, c'est-à-dire que votre téléphone donnait un message comme quoi vous étiez injoignable. Donc il y a quand même quelque chose. Non mais je vous le dis, c'est peut-être un message, encore un signe, ça, un signe. Ben pourtant mon téléphone était vraiment à côté mais de moi. Je vous assure que vous étiez injoignable. Donc là vous me donnez le même message. C'est amusant quand même. C'est rare que quand j'appelle quelqu'un il soit injoignable, à moins qu'il soit à l'étranger.
Alors, il vous dit souvent que trop dormir, c'est mourir. Ça, c'est intéressant. Et après, comme il nous reste peu de temps, vous allez, au fil des années, votre douleur s'espace un peu. Vous parlez de l'élévation, de la vibration qui s'élève pour même les défunts. C'est expliqué dans votre livre que quelquefois il peut pas être sur la même longueur d'onde que nous. C'est un peu ce que vous disiez à l'instant. Et vous allez utiliser la bouddhismothérapie. C'est ça. Alors bon, c'est moi qui ai inventé ce mot, mais ça a été ma thérapie. Donc il y avait différents choix qui s'offraient à moi, augmenter la dose de Lexomil, ou bien non mais alors est-ce que pour en revenir à ça juste vite fait, est-ce que c'est ce que les chrétiens appelleraient, attention je suis au conditionnel, le purgatoire, cette période où il se repose, où l'âme se régénère? J'ai eu cette impression. Et dans beaucoup de religions, il y a une période de régénération de l'âme. Et visiblement, moi, j'ai pas trop d'influence catholique ni quoi que ce soit. Et donc voilà, visiblement, il était injoignable et il dormait beaucoup. Voilà. Puis après, il faisait la fête. Enfin vous allez faire un peu le tour du monde. Voilà. Vous allez vous balader un peu. Vous quittez Amiens. Vous allez même retrouver les Rainbow et leur festival au nord du Portugal. Vous nous parlez des effets secondaires qui quand même nous reviennent à la tête, un peu comme la Madeleine de Proust, ce qui sont l'odeur du formol. Enfin, c'est vraiment un livre qui s'adresse à ceux qui viennent de perdre quelqu'un, c'est-à-dire toute cette souffrance qu'on peut avoir, ces cris de non, de rejet et tout. Vous dites que vous aviez finalement peur de le laisser partir. Vous dites qu'il est presque honteux d'aller bien. Aujourd'hui, en 2017, vous avez rencontré un couple à Bali qui vous avait dit en 2011, 6 mois après la mort d'Aurélien, qu'un jour vous remercieriez l'univers pour ce qu'il vous a envoyé comme épreuve. À l'époque, vous aviez eu envie de les claquer et de les quitter tout de suite. Et finalement, oui, il s'est passé des choses. Ça va mieux. Ah oui, oui, en fait, ça m'a aidé à comprendre le réel sens de la vie, à comprendre qui j'étais vraiment. J'ai compris tellement de choses, en fait. À comprendre quoi? Le message du livre, c'est on est venu que pour une seule chose sur cette terre. Juste être heureux. Et aimer. Et aimer la vie. Ouais. Et l'aimer même aussi. Voilà, c'est ça, c'est vraiment... le jour où j'ai rencontré ces gens à Bali, faut quand même que je vous dise la scène, quoi. Je les croise au temple bouddhiste, vraiment les babas cool qui marchent pieds nus. Donc pour moi, c'était un monde nouveau, hein. Les Rainbow Festival, pour ceux qui connaissent, c'est arrivé après. J'étais quand même une petite instite bien formatée. Je connaissais pas ce monde hippie baba cool, hein. Et puis à Bali, au temple bouddhiste où j'étais, là, je croise un couple franco-québécois. Qui mangent que des fruits et légumes crus, enfin qui ont un autre mode de vie, et qui me disent ouais ma sœur, tu sais ce qui t'arrive, ça t'est arrivé pour une raison. Remercie l'univers ma sœur pour ce qui t'est arrivé. Et dans 6 mois tu remercieras l'univers. Oui, dans 6 mois. Alors dans 6 mois, enfin dans quelques temps. Malade. Non, c'était pas possible. Pour moi, ce qui m'arrivait, c'était la pire chose au monde et tout ça. Et puis, effectivement, après, donc pour en revenir à la bouddhismothérapie, grâce au bouddhisme, j'ai compris que la souffrance était un choix, un choix, ouais. Et là, je me suis pris vraiment une bonne claque quand j'ai compris qu'on pouvait choisir de se reprogrammer intérieurement, on pouvait choisir d'arrêter de souffrir, on pouvait choisir de souffrir, et on pouvait choisir d'être heureux. Et voilà, c'est tout ça que j'ai compris. Bon, ça s'est pas fait en un claquement de doigts, hein. Il y a eu un long travail, mais aujourd'hui, en 2017, c'est un peu tout ça que j'ai compris. Vous parlez aussi dans votre livre, et j'aimerais bien qu'on en parle un peu, de cette célébrité planétaire que je ne connaissais absolument pas, qui est la Vierge d'Albert, qui en 1915... Albert, c'est une petite ville à côté d'Amiens. Oui. Alors c'est la ville où je vis, hein. Tout à l'heure on a dit j'arrive d'Amiens, mais en réalité j'arrive d'Albert. Au passage, big up Albert. Bon bref, donc, non, je rigole. Et donc, bonjour Albert.
Et Albert, ouais, il y a une basilique très jolie, avec tout en haut la Vierge Marie, toute dorée à leur fin, qui tient Jésus à bout de bras. Et pendant la Première Guerre mondiale, En 1915 exactement. voilà, elle s'est fait bombarder et la Vierge ne tenait plus qu'à un fil, c'est le cas de le dire. Et Elle était penchée comme la tour. voilà, Ça, elle était très penchée. complètement la tête en bas. Ah Sur bon les photos, oui, la tête en bas. Et il y avait une petite légende qui disait que Qui disait, on va le retrouver, ça la page si 60. elle tombe, la guerre sera finie, quelque chose. Donna naissance à une légende, quand la Vierge d'Albert tombera, la guerre finira. Ouais. Disait Poilu et Tomise. La photographie de cette basilique détruite et sa Vierge penchée fut envoyée à travers le monde par les soldats à leurs familles en carte postale et contribua à sa célébrité planétaire. Elle a été Ouais. détruite, la basilique, par une bombe ou? Ah oui, par différents bombardements. Et aujourd'hui, elle est rénovée, elle est vraiment très jolie. Et la Vierge est où? Elle est toujours là-haut? Toujours là-haut, elle a été redorée il y a déjà pas mal d'années, et ouais, ce qui est très joli. Alors au passage, je voulais souligner quelque chose concernant la ville d'Albert. Je parle à un moment dans mon livre que il y a eu un moment où Albert me dégoûtait quand même profondément. Mais c'était ni la ville, ni les habitants. Je tiens à le souligner parce que dernièrement, j'ai eu un message d'une lectrice qui me dit que c'était pas gentil ce que j'avais dit. Mais il faut savoir que j'avais beaucoup de colère à ce moment-là. Il faut savoir que c'est là, dans cette ville, qu'Aurélien a choisi de s'inscrire à un semi-marathon débile et insensé. Je le dis comme ça dans mon livre. Mais aujourd'hui, je n'ai plus de colère pour Albert. Aujourd'hui, j'aime cette ville et je m'y suis même installée. Voilà, je voulais juste éclaircir ça. Ah, vous êtes installé sur Albert, mais aussi sur le Portugal. Vous avez rencontré quelqu'un qui s'appelle Gabriel. Gabriel, c'est en Djibril, France, oui, Djibril, C'est Djibril, ouais. qui vous accompagne maintenant. Est-ce qu'il vous arrive encore de penser ou de rêver à Aurélien? Alors j'ai eu quelques rêves encore d'Aurélien, bien que je sois en relation maintenant avec Djibril. Donc notamment la veille de mon premier salon du livre. C'était en octobre, première présentation du livre au public. Et là, il est venu dans un rêve me faire un petit briefing. Et j'ai eu un rêve aussi au moment où le papa d'Aurélien allait décéder. Où Aurélien est venu dans un rêve, j'en parle dans mon livre. Et pour répondre à votre question, si je pense à Aurélien de temps en temps, oui, évidemment, mais sans attachement. Et est-ce que Djibril a reçu un rêve, Aurélien? Est-ce que Djibril a reçu Aurélien en rêve? C'est Non, vrai, je ne ils crois n'ont pas. pas communiqué. Je ne crois pas. Elle le regarde parce qu'il est dans la Non, pièce d'à non, côté, non. non? Non, il n'a jamais communiqué avec lui, ou en tout cas, il me le dit peut-être pas, parce que parfois, il garde aussi ses rêves pour lui, ou quand c'est Donc perso. le plus beau cadeau qu'il m'ait fait, le plus beau cadeau qu'il vous a fait, Aurélien, c'est quoi? Alors, number one, les communications à fond les ballons. Là, je lui dis merci parce que je sais qu'ils ont pas tous le droit d'intervenir comme ça dans notre vie. Bon, attention, jamais il m'influence dans mes choix. Je peux lui demander si je dois faire ci ou ça. Jamais il m'influence, mais en tout cas, il m'a bien aidé. Ça a été mon thérapeute par les rêves. Donc ça, c'est le cadeau numéro 1. Évidemment, enfin le 1 bis, c'est comprendre la vie, m'ouvrir les yeux sur plein de choses. Bon, même cette ouverture sur le paranormal, sur les mondes. Ah oui, et puis que vous dites dans votre livre que ça me revient maintenant, mais que tous les moments que vous avez passés avec lui, vous étiez jamais satisfaite, vous en demandiez toujours plus, alors que finalement, toujours ouais, vie simple. Voilà, toujours simple. Simple. Ouais. Vous vous êtes rendu compte à quel point, même il y a ce petit passage, allez, il nous reste 1 minute, avec ce petit bateau pneumatique sur la plage et ces gens très très riches à côté sur leur yacht, et le regard de cet enfant qui finalement aurait peut-être préféré être avec vous sur un canot pneumatique. Mais on n'en dira pas plus. Le plus beau cadeau qu'il m'ait fait, ce récit bouleversant sur la Prévis est publié aux éditions Bussière. Vous vous appelez Carole Vaquette-Touré. Vous avez un mot pour terminer l'émission? Ou alors vous reprenez la phrase de Montaigne qui est dans votre livre. Tous les jours vont à la mort. Et le dernier y arrive. Ouais. C'est ça. Tous les jours Ouais. vont à la mort et le dernier y arrive. Donc quoi qu'on fasse, de toute façon, on ira. Profitez. Profitons. À la semaine prochaine Merci, Joël. et à demain soir pour les autres. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.